L'œil de Maupreso, l'émission qui décrypte avec vous. Bienvenue dans l'œil de Maupreso, l'émission qui décrypte avec vous. Merci à vous tous de m'avoir rejoint sur le plateau. Nous sommes donc en présence de Tangelaz, le couple Tanguy et Angela, Max, on a Marem qui est avec nous et on a Stéphanie qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'œil de Maupreso. Bonsoir Maupreso. Bonsoir. Hello. Hello tout le monde. Coucou Franck. Coucou. Merci à toi de nous avoir rejoints. Bienvenue dans l'œil de Maupreso. Pour le sujet de ce soir, spécial couple et la dernière édition, quels sont selon vous les signes avant-coureurs d'une relation vouée à l'échec? Alors j'ai fait revenir sur le plateau le couple symbolique parce que je trouvais qu'ils avaient une très belle histoire et qu'ils étaient un bel exemple à suivre. On les remercie pour leur présence et surtout n'hésitez pas à aller voir leur page Tangelaz sur YouTube. J'ai fait venir le frère Max parce qu'il a des choses à dire concernant l'état des couples actuels de la société. Et Stéphanie et Marem, comme d'habitude, font partie de l'équipe. Stéphanie, coach en stratégie de développement et Marem, la community manager. Alors, ce soir, si je vous ai fait venir, c'est parce que moi, j'aurais voulu qu'on puisse échanger tous ensemble, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous tous, soit personnellement, soit à l'occasion d'autres visioconférences. Et ce soir, sur le plateau de l'œil de Maupreso, j'aimerais avoir vos avis déjà sur les signes avant-coureurs d'une relation vouée à l'échec, mais aussi, pour ceux qui ne savent pas du tout par où commencer, quel genre d'étape vous préconiseriez afin qu'on puisse y aller tout doucement, mais sûrement. On commence par toi, Max, comme tu es le plus jeune. Honneur à la jeunesse. Alors déjà, bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureux de venir partager mes réflexions avec vous. Je te félicite, Maupreso, parce que tu m'avais parlé de ce projet il y a quelques mois et là, ça fait super plaisir de le voir qui est en train de se concrétiser. Merci. Tu commences en plus par un très bon projet, par un très bon thème. Les signes avant-coureurs des relations qui sont vouées à l'échec. Pour moi, c'est la base et c'est l'air de rien l'origine de beaucoup de nos problèmes de société actuelle, à savoir que la cellule familiale est un peu déstabilisée. Et donc, une cellule familiale qui est déstabilisée ne va que produire des individus qui seront instables et qui, une fois insérés dans la société, ne pourront pas faire de bons individus. Moi, pour ma part, j'ai noté 5 signes avant-coureurs qui pourraient déstabiliser une relation. Le premier, je dirais que c'est le manque d'attention de la part des deux parties, bien sûr, mais je pense que l'homme doit être un peu plus attentionné envers sa femme. Ensuite, le manque de communication. Lorsque deux personnes ne communiquent pas entre elles, elles ne peuvent que se détruire sur le long terme. Ensuite, j'ai noté le manque d'argent. Malheureusement, c'est peut-être un problème auquel notre communauté est un peu plus exposée que les autres. Bon, ça, c'est encore un autre point. J'ai aussi noté le manque de projet sur l'avenir. Ça, c'est très important. Si on ne sait pas où on va, pareil, on risque de se prendre un mur. Et pour finir, le manque, comment je pourrais dire ça, le manque de définition des rôles de chacun. Voilà, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. Des fois, il y a des ambiguïtés autour de ces sujets-là qui peuvent très rapidement déstabiliser le foyer, malheureusement. Merci. Angela, qu'est-ce qui, selon vous, peut faire qu'une relation va être vouée à l'échec dès les débuts? Qu'est-ce qui va vous prouver à vous que là, il ne faut pas y aller parce que, franchement, c'est hasardeux? J'ai bien aimé déjà les réflexions du frère Marc, c'est ça, Max. C'est ça, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais pour moi, c'est vrai que le premier signe, on va dire, où vraiment je me dis, ah, il faut s'asseoir, c'est peut-être l'abondance de reproches. Quand je dis l'abondance de reproches, c'est que quand l'un des conjoints ne fait que regarder en fait les
les défauts de l'autre, ne fait que le rabaisser, ne fait que le critiquer, et sans jamais en fait apporter des critiques constructives ou des qualités. Toujours à regarder les défauts, les défauts, les défauts. Et au bout d'un moment, l'autre conjoint va se sentir quoi? Blessé, avoir sentiment d'infériorité, et finalement va se lasser et puis va craquer. Donc ça, pour moi, c'est un gros signe où je me dis, faut stopper. Ça, quand je dis stopper, c'est faut s'arrêter et essayer de comprendre ce qui se passe. Tanguy, une réponse à ajouter? Je pense que tout est dit, hein. L'essentiel en tout Vous cas. êtes d'accord avec votre femme? Ouais, toujours. Très bien. Non, souvent en tout cas, souvent. Franck, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'essentiel est dit, hein. Je pense qu'on a les différents points de manque auxquels il faut faire attention si on ne veut pas que le couple aille dans le mur. Et puis effectivement, un symptôme assez significatif, les reproches. Parce qu'en fait, finalement, c'est beaucoup. Hier, quand on avait échangé, je parlais beaucoup du contexte, mais il y a aussi le contexte intime, c'est-à-dire comment est-ce qu'on perçoit, en fait. C'est ça le truc, c'est-à-dire il y a le contexte du couple et il y a le contexte intérieur. Comment est-ce qu'on perçoit la personne, comment est-ce qu'on perçoit ses réflexions, et par réflexion, j'entends sa pensée, mais aussi ses remarques. Et à partir de là, c'est des indicateurs, hein, ce sont des indicateurs pour moi qui sont très, très parlants en fait. Donc effectivement, mais après, pour revenir un petit peu sur ce que je disais hier et très, très brièvement, après, comme je disais, tout part de soi déjà. C'est-à-dire qu'en général, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose chez soi déjà. Et qu'est-ce que vous commenceriez justement par quoi? Si vous aviez en face de vous votre petit frère, votre petite sœur ou alors quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, quel conseil lui prodigueriez-vous avant de s'engager dans une relation? Par quoi on commence au début? Qu'est-ce qu'on analyse? Qu'est-ce qu'on regarde? Parce que j'entends bien qu'ici, on a les signes avant-coureurs de ce qui ne pourrait pas marcher. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à voir? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce discernement qui fait que non, là, si j'y vais, ça ne va pas être bon? Quel conseil? Par quoi est-ce qu'on commence? Quelles précautions? Qui commence? Moi, je ne sais pas. Ça dépend. Monsieur a envie de parler, monsieur Tanguy. Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, en tout cas, dès le départ. À mon avis, il y a l'entourage de la personne. Comment est-ce que cette personne est, alors dans son entourage, pas toute seule, quoi. Et ça permet de voir des choses qu'on ne ressent pas nous-mêmes, qu'on ne voit pas nous-mêmes. Je pense que ça, c'est une chose qui est importante. Et puis, il faut être sensible aux ondes. Je le dis souvent, on est des êtres rationnels, effectivement, mais j'essaie toujours de tenir compte et d'être sensible à ce que la personne dégage. Et si on sent qu'il y a un feeling qui manque, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec la personne, qu'elle n'a pas l'air de faire l'affaire, il faut y être sensible. En tout cas, c'est une première alerte, selon moi. Et après, moi, dans ma situation individuelle, j'ai parlé à mes parents aussi. Hein. Il y a des choses que je ne voyais pas, ou en tout cas que je craignais de ne pas voir. Du coup, je n'ai pas hésité à demander à mes parents qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle fera l'affaire? Oui, Mariam nous disait aussi qu'effectivement, elle était très attachée à ce que sa famille pourrait penser du choix du compagnon, quoi. Oui, ça c'est très important. Ouais. D'accord, donc la famille, les mauvaises ondes, quoi d'autre? Enfin, dans les ondes, je rejoins. Dans les ondes, je dirais aussi, comme dit Tanguy, les ondes, c'est l'intuition aussi. Il faut se faire confiance. Je pense que quand on atteint un certain degré de maturité et qu'on se connaît bien, il faut faire confiance à son intuition. En tout cas, je suis très intuitive et je fais confiance à mon intuition. D'accord, l'instinct. Ouais. Max, qu'est-ce qui te ferait reculer devant une femme qui au préalable, t'avait séduit, aurait pu te séduire, tout du moins? Le manque de vision sur le long terme. Ensuite,
je dirais qu'elle n'ait pas trop de contact non plus avec sa famille. Pour moi, la famille, c'est très important. Et je corrobore complètement avec ce que disait le couple Tanguela tout à l'heure, à savoir que pour moi, la vie de la famille, c'est super important. Si je vois que la famille n'occupe pas une part importante dans sa vie, moi, personnellement, c'est vrai que ça pourrait un peu me freiner. Aussi, savoir ce qu'elle fait dans la vie. Est-ce que les projets que j'ai vont dans le même sens que les siens? Est-ce que je peux bâtir un foyer stable avec cette personne-là? Moi, il faut savoir que j'ai, on va dire, une vision assez traditionnelle de la famille. Et de toute façon, les foyers traditionnels ont fait leur preuve. Ça fait des millénaires que les hommes et les femmes se mariaient et tout allait bien jusqu'à ce que, voilà, il y a certaines mutations au sein de la société qui sont arrivées. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais moi, vraiment, je pense que la structure traditionnelle de la famille, c'est l'aspect le plus important pour moi. Et si la personne n'est pas dans cette dynamique-là, ça pourrait me freiner, ça c'est clair. D'accord, donc il y a l'ambition, il y a aussi l'aspect traditionnel. Et être prêt. Et Stéphanie, qu'est-ce que vous en pensez alors? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant et qu'effectivement, ce sont des critères qui peuvent déjà nous mettre un peu sur le bon chemin d'une relation épanouie et stable? Bah, pour le coup, tout ce qui a été dit, c'est totalement ça, puisque c'est qui pourrait amener à la réussite du couple. En même temps, ça pourrait l'emmener à son échec. Et je pense que déjà, avant toute chose, la première, je pense, c'est plus le fait d'être prêt. Parce qu'avant de rentrer dans tout ça, est-ce que la personne en face, elle est prête? Est-ce qu'elle est en phase avec elle-même? Je pense que ça, c'est la priorité avant de commencer ou d'entamer quelque chose. Parce que si on voile cet aspect-là, ou si la personne, elle se voile en tout cas la face sur cet aspect-là, je pense que déjà, avancer, ça va être très compliqué. Il faut être en phase avec soi-même pour pouvoir être en phase avec quelqu'un. Donc ça, c'est Être en phase avec soi-même. La dernière fois, on évoquait sur le plateau le fait aussi de la pression qu'on peut recevoir de la part de la société, notamment du côté des femmes, lorsqu'on atteint un certain âge et qu'on ne s'est pas encore accompli ou réalisé sur le plan de la famille, sur le plan de la maternité, parfois sur le plan même du mariage. Il y a toutes ces pressions qu'on peut subir aussi de la famille, lorsqu'on est très attaché, lorsqu'on vient d'une famille où la tradition est vraiment le centre aussi de la famille. Comment est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes de se départir de toutes ces peurs et de toutes ces pressions afin qu'elles puissent se recentrer sur elles-mêmes, justement? C'est assez compliqué. Je pense que c'est assez compliqué aujourd'hui. Pardon, il y a peut-être quelqu'un qui voulait parler. Je suis désolée. Ah non, pas du tout. Je t'écoute. D'accord, donc je disais non, en fait, je pense que c'est assez compliqué puisque, encore une fois, que ce soit dans les familles africaines ou autres, il y a la première chose, c'est l'âge. À partir du moment où nous, enfin, en Afrique, quand on a un certain âge, on a fini l'école, on travaille, les parents, la première chose, c'est ah, t'as personne, il faut commencer à te marier, il faut commencer. À partir du moment où on est dans une certaine stabilité, pour les parents, c'est important. Après, il y a aussi les traditions, les coutumes et autres qui entrent en jeu, bien sûr, mais on a beaucoup cette pression. Quand on commence à dépasser la trentaine, ça devient compliqué. Ah, t'as toujours personne, que ce soit dans l'entourage, que ce soit dans la famille. Nos amis ont évolué, ont grandi, ont tous des petites familles, etc., etc. Donc, ça nous met la pression déjà personnelle. Et ensuite, on a tout l'entourage qui nous met la pression. Et là aussi, ça peut être aussi quelque chose de très néfaste, puisque forcément, lorsqu'on va rencontrer un homme, en tout cas, ou une personne, en tout cas, la première problématique, ça va être est-ce que je le fais vraiment pour moi? Est-ce que je le fais parce que je subis cette pression par rapport à la société? En fait, c'est rien que ça, déjà, c'est assez compliqué. Donc, il faut déjà prendre en considération ces choses-là. Mais je pense que certaines de ces personnes, elles sont assez troublées, puisque quelque part, elles se disent oui, mais cette personne-là, elle me correspond finalement. Donc, j'ai l'impression que, je ne dirais pas qu'elle va se forcer, mais ça va être confus dans sa tête. Ça va être confus. Vraiment, ça va être confus. Donc, je pense qu'il faut faire très, très attention. Et quand on rentre dans ces sujets-là, ou arriver à un certain âge, en tout cas, il faut être vraiment honnête avec soi-même. Et quand on est face à une personne, vraiment dire les choses. Parce que, comme on disait, avec tout ce qu'on a dit, la communication, ce sera le point clé. La communication, ce sera le point clé. À partir du moment où
on arrive à communiquer sur cette situation, je pense que déjà, rien que pour commencer en tout cas quelque chose, ça va être je pense, apaisant pour les deux. Parce que si on arrive en se mettant une pression et en étant « Ah, je t'aime bien, oh, tout est bien, tout est beau », parce qu'on a envie que ça marche, on a envie, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut être réaliste, c'est pas bon. Effectivement, et en parlant de communication, lors d'un des derniers plateaux, le couple disait effectivement que lorsque, par exemple, on a des choses à communiquer et qu'on est un peu heurté ou blessé d'une situation donnée, il faille laisser le temps à l'être humain de tout à chacun de prendre le temps voilà, que ça diminue un peu et qu'on revienne à de meilleurs sentiments afin d'aborder le problème. Et justement, en parlant de communication, quand le problème, parfois, il est chaud, au point que c'est vrai que c'est très vif et passionné, quand on arrive au point culminant du problème et que là, il faut qu'il y ait clash. Parce que parfois, on n'arrive pas à se mettre d'accord sans arriver au clash. Parfois, le clash, il est inévitable. Et d'ailleurs, moi, je vais me retourner vers vous, le couple. Ça se passe comment? Le jour où ça a failli partir en couille entre vous, ça s'est passé comment? Parce que ça, on l'a tous vécu. Donc, moi, je veux savoir, c'est comment? Tanguy, toi, quand t'es vénère, c'est comment? Angela, toi aussi, comment ça balance des chaises ou bien c'est comment? Non, jamais. Alors, vas-y. Je vais juste revenir sur, par rapport à la pression sociale, par rapport à la pression de la famille. Je veux juste te dire qu'en fait, la vie, on aura toujours une pression. Parce que si ce n'est pas l'âge, même si on a 30 ans, on se marie, ça va être les enfants. Après les enfants, ça va être un achat d'une maison. Après, ça va être la pression faut que, dans ton travail, ça fait longtemps que tu es là-dedans, il faut que tu grandisses. Donc, en fait, la vie, ce n'est pas s'enfuir de la pression, mais c'est plutôt comment gérer la pression. Parce que la pression, on en aura tout le temps. Et quand il y aura les enfants, ça sera tu as vu comment tu éduques tes enfants. En fait, on aura toujours une pression. Et la vraie question, c'est comment gérer la pression. Une fois qu'on arrive à gérer nos pressions, ou une pression, je pense qu'on pourra gérer, entre guillemets, toutes les pressions qui vont arriver. Donc, c'est ça le plus dur, avant de rebondir par rapport à la pression. Et on revient à la question de la communication. Ouais, alors, est-ce qu'on casse les assiettes ou quoi? Ouais. Franchement, pour moi, j'ai pas grandi avec cet exemple-là. J'ai jamais vu des gens casser des assiettes, s'énerver. Dans la communauté africaine, on n'est pas pour ce genre de choses, casser les meubles, s'en prendre aux objets. Après, il y a des furies. Il y a un gros clash quand même. Non, il y a des furies aussi, on ne peut pas se mentir. Il y a des femmes, même des hommes qui battent leurs femmes parce qu'ils sont énervés, des femmes qui pètent un câble, on en a vu. D'ailleurs, on reviendra sur la violence conjugale un peu plus tard, on y reviendra, très intéressant. Je te laisse. En fait, c'est lié, hein. Tout ça, c'est lié au final. C'est comment est-ce qu'on arrive à se canaliser. Après, voilà, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on peut aussi demander comment vient la violence. On peut aussi s'interroger et en venir à comment naît la violence entre un couple, entre toi et moi, entre un homme et sa femme. Exactement. Par frustration, certainement. Exactement. Et même sans aller jusqu'au coup, on peut avoir des mots qui sont hyper blessants, qui vont diminuer la personne, qui vont la blesser dans son être intérieur, aller parler de la famille. Enfin, on voit des choses quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est beaucoup une question d'amour, quoi. Parce que en réalité, derrière tout ça, est-ce qu'on veut blesser la personne ou pas? Est-ce que ça nous fait plaisir de savoir qu'elle a mal, de savoir qu'elle souffre? Pour moi, c'est ça qui est derrière. Hein. Pourquoi est-ce que je la taperai jamais? Parce que déjà, ça me ressemble pas, mais aussi parce que j'ai pas envie de la faire souffrir. Je sais qu'avec mes 130 on revient encore dans cette notion de considération, la considération de l'autre. Et je vais interroger sur le sens de la considération. Est-ce que le manque de considération est motif de rupture? Et je dis oui, si je vous écoute. Oui, non, mais forcément. Enfin, est-ce que c'est motif? Est-ce que c'est pardonnable? C'est ça la vraie question. Ouais. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des choses qui font qu'on va se mettre en couple avec la personne ou pas. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est là la vraie question. Est-ce que c'est motif? Est-ce que c'est pardonnable? C'est ça la vraie question. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des questions des choses qui font qu'on va se mettre en couple avec la personne ou pas. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est là la vraie question.
dans un couple, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui est changeable et qu'est-ce qui n'est pas changeable? Quelqu'un qui nous Justement, tape qu'est-ce qui est une fois. changeable et qu'est-ce qui n'est pas changeable dans un couple selon vous? Qu'est-ce qu'on peut demander à l'autre et qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à l'autre? Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'on intrinsèque peut attendre? au caractère de l'être humain? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait partie de l'attitude, C'est ça. du C'est comportement? ça. Il y a... mais c'est difficile d'avoir une réponse tranchée. Moi, qu'est-ce que pensent les autres? Donc, Bah, j'ai envie de remettre presque en cause le sujet, enfin du moins la question de départ des signes d'échec, parce que déjà le terme échec, on est devant un échec qu'à partir du moment où c'est comme une chute dont on ne se relève pas. C'est-à-dire, on peut toujours récupérer, sauf la mort, on peut toujours récupérer une situation. Maintenant, ce qui crée en fait souvent, et je pense essentiellement des problèmes, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance. Il y a un dicton égyptien qui dit l'ignorance c'est le mal. C'est très ancien, c'est Ptahhotep qui disait ça. Et je pense que quelque part, ce dicton est vrai parce que si on regarde bien, le manque de connaissance de soi, le manque de connaissance de l'autre, le manque de connaissance du contexte fait que, par exemple, prenons le contexte, prenons les couples africains ou d'ascendance africaine, un homme rencontre une femme. Mais cet homme et cette femme ne prennent pas en compte le fait qu'ils sont issus d'une histoire particulière avec des expériences particulières et des traumas particuliers. Et donc, si déjà on est face à face entre deux personnes qui sont blessées par l'histoire ou deux personnes qui sont blessées par la vie de famille ou les histoires de famille, des choses comme ça, et qu'on n'est déjà pas capable, ou en tout cas qu'on n'est pas éveillé à ces choses-là, bah déjà la communication, elle peut en être, comment dire, elle peut en être tronquée sans qu'on le sache. Et si on pousse encore plus loin, ben, le fait que je ne me connaisse pas, que je ne sache pas ce que je veux, que je ne sache pas qui je suis, que je ne connaisse peut-être pas mes valeurs, mes limites, etc., et mes possibilités font que je ne pourrais pas changer peut-être ce qui ne marche pas chez moi, si je n'ai pas fait un travail sur moi. Et pareillement pour la personne en face. Donc je pense que vraiment, tout est aussi une affaire de point de vue. Est-ce qu'on est devant un échec ou est-ce qu'on est devant un défi? Est-ce que on est... parce qu'on parle souvent de la bonne personne. Moi, je ne veux pas dire j'ai du mal avec ce concept, mais je pense que c'est un concept qui est tout relatif parce que finalement, moi, je suis vraiment un avocat pour ce qu'on appelle les relations positives. C'est-à-dire c'est l'attitude dans laquelle vous allez entrer dans la relation qui va déterminer en fait le résultat de la relation. Et si vous gardez ce cap, il y a un ancien aussi qui a écrit un livre donc le professeur, c'est un professeur en mathématiques, mais qui est aussi poète, qui s'appelle le professeur Adja Magbo, qui a des recueils de poèmes. Et dans un de ses poèmes, il dit que la relation, c'est comme une rose. Il faut en prendre soin. Il faut l'arroser. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Si on oublie, c'est ce que disait le jeune homme, je crois que c'est Max, quand il parle de l'attention, c'est tout à fait vrai. Les hommes ont besoin d'attention, les femmes ont besoin d'attention, les hommes ont besoin de respect. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment on parle à un homme, comment on parle à une femme, comment on traite un homme, comment on traite une femme. Tant qu'on n'est pas dans cet espace-là où on est prêt justement comment dire, à prendre soin de l'autre comme on prendrait soin de soi, d'où la question du travail sur soi en amont, eh ben, ça ouvre la porte à